champion. Hey, Taylor, turn around. Bagger Aldana has absolutely I just know I'm going to punch him in the face really, really, really hard on Saturday night. Certains combattants ne veulent pas juste gagner, ils veulent humilier, ils provoquent les légendes, rinent des cicatrices, méprisent les guerres que d'autres ont menées, mais le combat n'a pas de pitié. Quand la cage se ferme, chaque mot devient une cible sur leur mâchoire. Et quand le karma frappe, il ne rate jamais, il couche des corps, fait taire des foules, change des vies en un seul coup. Des chaos brutaux de l'UFC aux guerres sanglantes de la boxe, c'est la justice dans sa forme la plus pure. Abonnez-vous, ce qui arrive n'est pas juste de la violence, c'est le châtiment. Taylor Starling n'est pas venue juste pour être là, elle est venue pour en imposer. Dans un événement public bondé, elle a foncé vers Christine Ferea, lui a arraché la ceinture et a posé comme si c'était la sienne. Tout le show et aucun sens de ce qui allait suivre. Au face-à-face, Starling faisait sa séance photo Instagram. Sourires en coin, roulement d'yeux, provocation légère, son regard disait tout, mignonne en surface, mais méprisante et arrogante dessous. Mais Christine Ferea ne plaisantait pas, elle a repoussé Starling d'un coup sec pour lui faire comprendre que ça n'allait pas être mignon et elle est restée fidèle à son style. Elle a humilié Taylor en jugeant son apparence devant tout le monde. Dans le sport féminin, on voit rarement une telle agressivité et des conférences de presse aussi spectaculaires. Mais Ferea est venue comme une machine, sans émotion, sans hésitation. La première combinaison nette a touché. Et Starling est tombée rapidement. Elle s'est relevée, s'est tournée vers son coin et a dit « Je ne peux pas faire ça ». Ferea est revenue, une nouvelle salve de coups, Starling a levé les mains et a abandonné. 47 secondes, c'est tout. Ferea n'a pas seulement défendu son titre, elle a dépouillé Starling de son image. L'attitude, la prestance, la ceinture qu'elle avait tenté de voler pour un clip. Christine Ferea n'a pas juste gagné, elle a effacé l'illusion en moins d'un round. Au pesage, Freddy Mazabo a franchi la ligne. Il a arraché la coiffe sacrée de la tête du combattant mongol Dana Badgeril, un acte qui a presque déclenché une bagarre sur place. Badgeril n'a pas crié, n'a pas frappé. Mazabo a vu une faiblesse. Ce qu'il n'a pas vu, c'est la tempête derrière le calme. Mazabo produit des rues rudes de la Havane. Il s'est battu dans le chaos à toute vitesse, avec des frappes inorthodoxes. Badgeril calme et posé. Le premier round était serré. Mais parfois, le style de Mazabo s'avérait plus efficace. Freddy n'avait pas peur d'avancer ni d'encaisser, il se préparait déjà à absorber les coups. Badgeril, lui, restait prudent. Au round 2, Mazabo fit tomber Badgeril d'un direct du droit. Mais le Mongol se releva aussitôt. Les yeux plus froids qu'avant, c'est alors que la chasse commença. Badgeril poussa en avant, des jabs comme des lances, des low kicks comme des coups de hache. Le bagarreur de rue n'avait plus de rue où fuir. Puis le moment qui a réécrit l'histoire du combat de karaté, un genou volant en plein crâne. Mazabo tomba comme une pierre, le premier KO au genou volant que la promotion ait jamais vu. Mazabo s'était moqué de la tradition, Badgeril a répondu par l'histoire. Au final, la coiffe resta sur sa tête et la ceinture resta entre ses mains. Avril 1995, l'un des combats les plus sauvages, sales et controversés jamais vus sur un ring IBF. Simon Brown, ancien champion unifié, cherche l'or dans une nouvelle catégorie. En face, Vincent Petway, le champion IBF en titre. Rapide, affamé, impitoyable, deux vétérans, une seule ceinture. La cloche sonne et Brown explose. Un crochet droit écrasant secoue Petway et le champion touche le sol, la foule explose. Les commentateurs écrivaient déjà l'histoire du comeback de Brown. Mais Petway n'avait pas lu le scénario, il se releva encore vacillant et revint enflammé. Quelques secondes plus tard, un direct parfait envoya Brown s'écraser sur la toile, seulement la deuxième chute de sa carrière. Ce n'était plus de la boxe, c'était une bagarre de rue gantée, round après round, sans défense, sans recul, juste la guerre, puis ça a dégénéré. Frustré par la résistance de Petway, Brown a craqué. Un coup bas flagrant, Petway s'est effondré de douleur. Avant qu'il ne puisse se relever, Brown a enchaîné des crochets, même alors que Petway restait affaissé dans le coin et
puis un coup de tête. La reine a poussé un cri. Tout le monde s'attendait à une disqualification. Mais l'arbitre a laissé faire. Brown fonça en furie, bras en l'air, menton exposé. Petway attendit, calcula et décocha un crochet droit chirurgical. C'est tout ce qu'il a fallu. Brown tomba comme une marionnette dont on a coupé les fils, se battant contre un adversaire qui n'était plus là. Ce n'était pas qu'un chaos, c'était une panne totale du système. Petway conserva sa ceinture IBF. Brown continuait de donner des coups, mais le combat, peut-être sa carrière, c'était déjà fini. Regardez-moi cette petite merveille. À l'origine, c'est... Et c'est justement lui qu'il s'apprête à affronter. The one and only Bob Sapp, Bob the Beast, a Sapp, a man built like a comic book villain, not known for technique, but one solid punch, and you're out cold. Napoleon blown apart. Napoleon blown apart. Well, you better get it right. It's Bob the Beast Sapp. And you may meet the right one or the left one. Un combattant, surnommé à l'origine Kung Fu Panda, n'était pas du genre à se laisser impressionner par les menaces ou les apparences effrayantes. Le combat s'annonçait rapide, les deux allaient tout donner dès la première minute. La cloche sonna. Les deux gros hommes foncèrent l'un sur l'autre, aucun ne voulant reculer. Bob arma son puissant direct du droit pour un coup de KO, mais Aurigel glissa et décocha un crochet gauche net. Quelques enchaînements de plus et c'en était fini. Victoire pour le Panda. 40 secondes, c'est tout ce qu'il a fallu. Malgré la garde serrée de Sapp, la puissance d'Aurigel a percé. La preuve qu'en super lourd, un seul coup peut tout décider. Avant même le début du combat, Gürken Asken a fait l'erreur qu'il n'oublierait jamais. Il est allé droit vers Mike Iron Zambidis, 22 kilos plus léger, et a tenté de l'humilier. Il lui a éclaboussé le visage avec de l'eau, aucun respect. Juste de l'arrogance pure, dès les premières secondes, Asken joua le tyran, riant des coups, invitant Mike d'un geste, le défiant de frapper plus fort. Mais quand on dit à Iron Mike de frapper plus fort, il le fait généralement. Un crochet droit brutal fit taire la foule en un instant. Asken tomba sur la toile comme un sac de briques. Round après round, l'arrogance s'évanouit. Asken ralentit, les provocations cessèrent, ses mains tombèrent. Alors Iron Mike vit son ouverture, se moqua et mit fin au combat. Propre, impitoyable, définitif, l'homme qui croyait que la taille et le manque de respect suffiraient repartit avec rien d'autre que le souvenir d'une tempête grecque nommée Iron Mike. C'est le face-à-face le plus célèbre de l'histoire de la boxe. Mike Tyson, tout juste libéré après 3 ans de prison, fixa du regard l'homme qui jurait qu'il lui mettrait fin à sa carrière pour de bon, Peter McNeely, le Hurricane. I'm Hurricane Peter McNeely from Medfield, Mass. On Saturday night, watch me kick Tyson's ass. Il a promis d'assommer Tyson au premier round. When I wrapped Mike Tyson in a cocoon of horror, he'll be singing with our friends down at the House of Blues. Certes, il avait mis KO tous ses adversaires avant, mais là, quelques secondes après le début du premier round, McNeely s'est retrouvé au sol. La plupart des hommes auraient abandonné sur le champ, mais le Hurricane n'était pas fait comme les autres, balançant des coups sauvages. Il essayait d'ensevelir Tyson sous le chaos. Le problème, c'est que Mike ne sentait pas les coups. Un autre crochet gauche dévastateur, McNeely s'effondra de nouveau. La foule rugit avant que ça tourne au carnage, son coin arrêta le combat. Mais en réalité, il l'avait sauvé de la tempête que Tyson s'apprêtait à déchaîner. Tony Bellew se tenait droit lors de la conférence de presse. I have the one thing that he doesn't have, and that's a punch that can switch lights off within the blink of an eye. Just one wrong step, one wrong maneuver, and it's over. I'm gonna break his heart. I'm gonna get him. I'm gonna get the monster. With something inside him, I can't even put it into words what goes through my head. I don't know what I'm going to do. I don't know when I'm going to do it. I just know I'm going to punch him in the face really, really, really hard on Saturday night. La confiance était absolue, la conviction inébranlable. Tout juste sorti vainqueur de la World Boxing Super Series, Oleksandr Usyk montait de catégorie. Son cadeau de bienvenue, un ancien champion puissant et grande gueule, Tony Bellew. Au début, Bellew dominait. Sûr de lui, provocateur, main baissée, il méprisait les coups d'Usyk. Sa droite faisait mal, sa défense tenait. Mais Usyk n'est pas un cogneur ordinaire, c'est un chirurgien, précision, patience et le souffle d'un marathonien. Il observait Bellew, calait son rythme, cassait les angles, grignotait sa garde. À mi-combat, Usyk trouva l'ouverture pour son direct du gauche, la marée commençait à tourner. Je me suis complètement laissé absorber par le combat, désolé, ça devient rare. À la fin du 7e round, Bellew ralentit, pied lourd.
Usyk l'a vu, main gauche. Noir total, cette nuit-là, Bellew découvrit que sa propre prophétie pouvait se réaliser, mais pas pour lui. Usyk prouva qu'un KO ne vient pas seulement de la puissance, mais du timing, de la précision et de l'art de briser un homme jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Khamzat Chimaev avait promis d'écraser Gilbert Burns. À la place, il a traversé le feu. Hey, I'm gonna smash that guy, knock him out 1 minute, guys. I promise you. He's too little, boy. Let's do it, can't wait. Scared, boy, you know. Too little, but I have to go to other divisions. Maybe like, I don't know. What? Can't understand. Where's the translator? I kick your ass and his ass together. Come in the cage. I'm gonna kill that guy. I don't care what I'm gonna do, you know. I'm gonna go jump in the cage and smash that guy, you know. I don't care. He will be down, I will smash his face. I will stand up, I will knock him out, you know. He's another win. I don't care what everybody's thinking. I think he's a tough opponent. I respect that, but I'm on my way back to the title. I give this guy the opportunity. I'm the number 2, he's number 11, and I give him the opportunity because I want to face the toughest guys, the best guys in this division. But just gonna be another step closer to the title. À l'UFC 273, la machine à hype a rencontré la réalité. Chimaev est entré dans la cage pour écraser. Il a envoyé Burns au sol tôt, l'a ouvert et semblait avoir le combat en main. Mais Burns n'était pas là pour jouer la victime. Au deuxième round, il a riposté, il a touché Chimaev avec ses directs, l'a envoyé au tapis et a refusé de reculer. L'inarrêtable Chimaev saignait, haletait, plongeait dans les eaux profondes. Ce qui devait être une démonstration facile est devenu une guerre brutale de 3 rounds. Au troisième round, les deux étaient à bout de souffle, s'échangeant des coups, portés seulement par la fierté. La décision est allée à Chimaev. Mais le mythe, lui, en a pris un coup. Burns n'a pas gagné sur le papier, Chimaev a eu la victoire. Burns, lui, a conquis. Aucun des deux n'est ressorti du combat comme avant. Dans ce combat, Nikita Chou n'a pas seulement fait taire les paroles, il a plié Ben Bomber en moins d'1 minute. Ben Bomber était arrivé sûr de lui, traitant Tijou de brute surcotée sans la moindre technique. No matter how you want to cut it or slice it, that's what I believe, and I'm going to prove it on Wednesday night, and I can't wait. There you go, mate. You can't do 8 rounds, and you're saying that's embarrassing. Il s'était entraîné à Vegas, parlait de héritage et se proclamait la future star montante. No sympathy at all. I kind of want him to suffer. Like I saw his face was all red. I heard he was just sweating like moments before. So get back on the sweat, buddy. Mais quand les projecteurs ont illuminé la Margaret Court Arena, tout ce bruit s'est vite éteint. Nikita Tijou ne parlait pas, il chassait dès la cloche. Tijou a pressé Bomber avec cette même agressivité silencieuse qui est sa marque. Pas de spectacle, pas de gestes inutiles, juste de la pression. Puis vint l'uppercut, net, violent, décisif. Bomber vacilla, les yeux de Chou se fixèrent sur la cible. S'ensuivit une rafale brutale qui termina Bomber face contre terre. Tellement soudain qu'il a presque emporté l'arbitre. Tout était fini en 51 secondes. Chou n'a pas beaucoup célébré, pas besoin, le travail était fait, la hype était créée. Bomber, jusque-là invaincu, reparti avec son record brisé et son buzz réduit au silence. Tim Tijou, au bord du ring, lui a donné la note maximale sans hésiter. Le public était d'accord. Look at Tim. Nikita ne faisait pas que suivre le nom de famille, il traçait sa propre voie dans le club de combat. En 2009, Dan Henderson avait laissé Michael Bisping allongé comme mort sur le ring avec l'un des KO les plus brutaux de l'histoire de l'UFC. 7 ans plus tard, Bisping a enfin eu sa chance de revanche et il ne l'a pas gâché. UFC 204, Manchester, Bisping débarque en champion de middleweight, titre qu'il a pris à la surprise générale sur un coup de tête. En face, Henderson, 46 ans maintenant, cherchant un dernier tour et prêt à rejouer l'histoire. Pendant 5 rounds, ils se sont battus férocement. Henderson a touché tôt, envoyant Bisping au tapis 2 fois avec ce droit fameux, mais le Britannique n'a jamais rompu. Ensanglanté mais résolu, il a remonté la pente à la force des enchaînements, du mouvement et du cœur. Ce n'était pas joli ni propre, mais au coup de cloche finale, c'est Bisping qui tenait la ceinture. C'était une fermeture de chapitre, une décision contestée par certains, mais un résultat que Bisping a arraché à coups de croc et de poing. Henderson a pris sa retraite cette nuit-là, fier mais battu. Bisping, lui, est reparti non seulement champion, mais un homme qui a fait taire le passé à sa manière. En 2016, Vicente Luque a mis Bilal Mohamed KO au premier round. Cette défaite est restée dans la tête de Mohamed pendant 6 ans. Quand ils se sont revus en 2022, il ne voulait pas juste gagner, il voulait effacer ce souvenir. If this guy keeps winning, he's ahead of me and he beat me, there's no way I'm going to get to the gold before him. So I'm like, I have to get this fight back. There has to be a way for me to get this fight back and I earned it. Now I'm here now. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Dès le premier round, Mohamed a bossé plus, imposé le tempo et dominé Luque. Il a enchaîné des takedowns.
Des jabs, du jeu de jambes et une vraie dureté, transformant un finisseur redouté en simple spectateur. Chaque fois que Luke chargeait, Mohamed passait dessous. Chaque fois que Luke avançait, Mohamed tournait, le piquant de coups précis. Luke l'a touché fort au 3e round, mais Mohamed n'a même pas bronché. Il a tourné de nouveau, repris le rythme et gardé son plan intact. Quand la cloche finale a sonné, Mohamed n'a pas crié. Il a levé les bras, soulagé, pas triomphant. Mohamed a dit après coup: This was my hump I had to get over, you know. He knocked me out. He beat me. I had to think about that my whole camp. The whole trolls on Twitter, everybody, they're posting it all the time now. Now what do you got to say? I won. Mohamed n'a pas seulement vengé sa défaite, il a prouvé qu'il faisait partie des meilleurs. Il a fait taire le passé et gravé son nom au sommet. La première fois que Rose Namajunas a affronté Jessica Andrade, elle semblait intouchable. Jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus, Namajunas a touché le sol comme une poupée de chiffon. Éteinte, ceinture perdue, elle a disparu plus d'1 an pour soigner non seulement son corps, mais aussi son esprit. It's been a long process. I definitely went through some different grieving processes. I went through the whole, you know, pointing the finger everywhere else and then pointing it back at myself and then making those adjustments and then still feeling, you know, like holding on to that and then letting it go again and then, you know what I'm saying? Like it's just, you know, but I went through all that and here I am now just like ready for a fight. Puis vint la revanche à l'UFC 251, pas de public, pas de bruit, juste Rose de retour face à la même adversaire qui l'avait fait tomber. Cette fois, elle n'a pas flanché. Dès la première cloche, Namajunas était nette et précise. Ses jabs traversèrent la défense d'Andrade. Son jeu de jambes l'a gardé hors de portée. Andrade continuait d'envoyer des coups, mais Rose restait d'un calme chirurgical. Ce n'était pas une victoire facile. Andrade touchait aussi. Au dernier round, le visage de Namajunas était en sang, les yeux gonflés, le nez ouvert, mais elle n'a jamais vacillé. 3 rounds intenses. Andrade tenta de l'attirer dans une bagarre. Rose répondit par des contre-attaques tranchantes et des sorties propres. La cloche finale sonna, les deux épuisés, debout, encore prêtes à frapper. Les juges virent un combat serré, 2 cartes pour Namajunas, 1 pour Andrade. Rose n'a pas dominé, elle a survécu. Elle a vaincu un démon, elle a affronté la tempête qui l'avait brisée et l'a traversée. La ceinture n'était pas en jeu, mais tout le reste l'était. La revanche ne tombe pas toujours facilement, parfois elle arrive avec un œil gonflé, un nez fendu et le silence que seule la victoire s'est apporté.